Radio Télé. C'est la chaîne qui te donne la vie. Bonjour chers téléspectateurs, bonne journée dominicale partout où vous nous suivez, chers auditeurs également, surtout vous qui nous suivez en modulation des fréquences. Bienvenue dans cette émission, en fait votre émission, Le Congo, mon pays, de ce dimanche 23 mai 2021. Mesdames et messieurs, à la présentation, c'est Moto Abato, l'historien chrétien, Junior Ifoufa, la prise de vie, Vainqueur Njondo et Josué Boutouo, l'ingénieur Michel Maté, la l'homme en lunettes, est à la mise en onde, et aussi la réalisation, alors que la régie radio, nous trouvons Dieudonné Mokangani. Chers tous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, nous n'allons pas déroger à notre habitude en ce qui concerne les questions des auditeurs. En fait, avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, nous allons d'abord procéder à la rubrique questions des auditeurs. Nous allons répondre aux questions. En fait, cette fois-ci, on a eu des questions. En fait, il y en a eu tant, mais nous avons essayé de trier des questions pour répondre. Question des auditeurs. La première question nous vient de Augustin Assekoumou. Sa question. Pourquoi le Rwanda soutenait pendant 8 mois Laurent Désiré Kabila pendant la guerre à l'est du pays? Mon ami Augustin, la guerre, là quand vous parlez, le Rwanda soutenait Kabila, donc vous faites allusion à la première guerre, parce qu'il y a eu la première et la deuxième. Et vous avez dit seulement la guerre du Congo. Moi, je parle de la première guerre du Congo. Ce n'était pas 8 mois, c'était 7 mois. Parce que les accords de l'Émirat, c'était le 23 octobre. Donc c'est la fin du mois d'octobre, les premières hostilités, c'est la fin du mois d'octobre. Et Kabila prend le pouvoir à Kinshasa, entre Kinshasa le 17 mai. Il se proclame le 20 mai. Donc vous voyez que ça n'est pas vraiment 8 mois, c'est 7 mois. Ça c'est un peu de correctif, parce que je suis historien. Et aussi, Kabila, pourquoi s'il a soutenu le Rwanda, pourquoi le Rwanda soutenait Laurent Désiré Kabila? C'est un deal. Le problème ici c'est le deal. Et parce qu'il n'y a rien pour rien. Je vous ai parlé pendant mes émissions des accords qui ont eu lieu au bureau de James Kambarebe au Rwanda, à Kigali. Et ils ont fait un deal et ils l'ont accompagné. Et voilà, vous avez vu comment le Rwanda a été récompensé. D'abord, sur les plans matériels, politiquement, James Kambarebe était nommé directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Et ne parlons pas des richesses de la RDC. Donc nous parlerons même de la géopolitique dans ces conflits-là. Deuxième question. Pourquoi le conflit continue avec le Rwanda et quelle en est la cause? La question de Placide Longele. Placide, la guerre continue et je vous ai parlé que même aujourd'hui, depuis les affaires, c'est toujours la continuité de cette guerre. Et c'est le problème ici, comme je l'ai dit toujours, le problème de l'Est et de la RDC, c'est la géopolitique. Et tout expert de la géopolitique rwando-congolaise, je dis bien, tout expert de la géopolitique rwando-congolaise, attention encore là, l'émission est pédagogique et j'aimerais savoir un peu expliquer aux élèves, étudiants, tout intellectuels qui me suivent en ce moment, que la géopolitique, ici nous entendons l'étude de la géographie, ici la géopolitique, nous entendons l'étude des effets de la géographie, l'étude des effets de la géographie humaine et matériel d'abord, et quand nous parlons de la géographie matérielle, là, vous allez voir la géographie tectonique, diamant, les richesses du sous-sol, diamant, or, cuivre, la géographie tectonique, le pétrole, tout ça. Donc, la géopolitique, c'est l'étude des effets de la géographie sur la politique. Si la politique, qu'elle soit nationale ou étrangère ou internationale. Donc, ces conflits, le grand problème ici, c'est la géopolitique. Et quand les guerres continuent, d'un côté, je vous ai parlé la fois passée que l'Ouganda et le Rwanda ont trouvé en RDC leur nouvel Eldorado, pays de rêve, pays de merveilles, pour s'enrichir. Donc l'économie qui intervient. Et la fois passée aussi, j'avais parlé sur le plan démographique, que le Rwanda atteint même 1000 habitants au kilomètre carré dans certaines régions. Et là, sur le plan démographique, il était tout à fait normal, quoique si chez nous ce n'est pas normal, qu'il y ait une émigration des populations rwandaises vers les territoires zaïrois. À l'époque, nous sommes congolais aujourd'hui. Et surtout, sur les plans politiques, les soucis de la grandeur, de l'orgueil de l'homme politique, mais aussi, n'oubliez pas, la zizanie des puissances étrangères. Voilà un peu, c'est ça le problème, mais le nœud du problème, c'est la géopolitique. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons répondu aux questions. Nous n'avons eu que 2 questions.
nous sommes là. Puisque nous continuons par notre thème, la deuxième guerre du Congo, nous avons commencé la première guerre du Congo, on a eu la deuxième guerre du Congo, et la fois passée, nous avons essayé de parler de quelque chose, origine et cause. Et là, cela nous avait amené jusqu'au Rwanda, où nous avons essayé de parler l'arrière-plan, selon lequel les choses ne devaient que se dérouler telles que nous les avons connues. Aujourd'hui, toujours dans le même thème, nous avons un autre angle qui est faction, c'est-à-dire alliance et faction dans cette guerre. Et je vous ai dit que cette deuxième guerre du Congo est connue comme l'un des plus grands conflits que l'Afrique ait jamais connu, ou qu'on appelle encore la première guerre mondiale africaine. Et il y a eu au moins 9 nations qui se sont impliquées dans cette guerre. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder l'angle sur les alliances et factions, toujours de la deuxième guerre du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de prendre votre stylo, votre agenda pour noter quelque chose, car assurément, vous n'allez pas le regretter. Je ne cesse pas de répéter cet adage, ce proverbe de général de Gaulle disait « La culture générale est la véritable école pour la formation des cadres ». Prenez votre agenda, prenez votre stylo, notez quelque chose. On continue avec vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Je vous ai dit, si vous voulez participer dans cette émission, vous pouvez envoyer vos textos, le message, au 081 77 66 300. Je reprends, 081 77 66 300 ou encore 085 45 19 130 085 45 19 130 sont nos numéros de standard. Et surtout dans les réseaux sociaux, tapez seulement Junior Ifoufa sur tous les réseaux sociaux, Facebook, les numéros Orange, là c'est le numéro WhatsApp. Vous allez poser vos questions avant, pendant et après l'émission. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube, Junior Ifoufa. Tapez sur YouTube, Junior Ifoufa. Toutes nos émissions sont sur YouTube. Donc, c'est comme ça que nous allons évoluer. Mesdames et messieurs, quand Laurent Désiré Kabila prenait le pouvoir, prenait le contrôle de la capitale Kinshasa le 17 mai 1997, il devait faire face à de nombreux obstacles pour gouverner ces pays qu'il avait renommé alors République démocratique du Congo. Mais en coulisses, quand j'ai parlé la fois passée des dessous des cartes, en coulisses, de nombreux groupes tenaient à s'accaparer des parcelles de pouvoir, notamment les débiteurs étrangers. Et je venais de fustiger le comportement de ces actionnaires internationaux qui sèment la zizanie, les débiteurs étrangers qui devaient garder leur influence dans ces pays comme si ils leur appartenaient. Alors, par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais dans la capitale congolaise était comme en quelque sorte une épée de Damoclès dans la tête des nombreux Quinois, surtout les Quinois à Kinshasa. Et les Congolais commençaient à voir une nouvelle vision des choses et commençaient à considérer Laurent Désiré Kabila comme une simple marionnette ou disons un pion des puissances étrangères, des pays voisins et surtout comme un traître. Avec cette façon de voir les choses, Laurent Désiré Kabila ne pouvait plus accepter d'être considéré par les siens comme traître ou marionnette. Et les choses vont changer. À cet effet, les questions que bon nombre d'observateurs de la scène politique rwando-congolaise se posent sont les suivantes. Avec qui Kabila avait-il fait le deal pour chasser Mobutu? Ça, c'est la première question. La deuxième, quel était le vrai but de ces alliances? Il n'y en avait pas une seule, il y en avait des alliances. Mais quel en était le but? Troisième question. Quelles ont été les principales factions dans ces conflits, comptées parmi les plus grands que l'Afrique, notre cher continent, ait jamais connus? À cet effet, élément de réponse dans cette émission qu'anime l'historien chrétien Junior Ifoufa Moto Yabato. Mesdames et messieurs, suivez avec attention cette émission et vous n'allez pas le regretter. Parce que ça concerne votre histoire, votre passé, votre vécu quotidien. Et ici, nous parlons de l'histoire globale. L'histoire est à la fois économique, politique, sociale, l'histoire pour la vie. Chers étudiants de l'IS Mbandaka,
enseignants des différentes écoles du secondaire. Chaque fois que je monte ici, les intellectuels me donnent des félicitations. En tout, nous avons suivi. Il y a même un club d'écoute au niveau de l'université de Mbandaka où l'on me dit on vous suit chaque jour. En tout cas, je suis content que vous me suiviez. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel aussi, c'est d'en tirer profit. Parce que ce n'est pas pour rien que nous passons à la radio. Le but de la radio, c'est informer, éduquer et divertir. Nous sommes ici pour éduquer la population congolaise en général. Parce que je sais que les Kinois et les Luchois sont ici. Mais en particulier, la population mbandakaise ou équatorienne. On est là. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de la RTZ, la chaîne qui donne la vie. De cette manière, les Rwandais n'ont pas vraiment cessé de tourmenter les Congolais, de semer les troubles, les crimes en République démocratique du Congo. Je ne cite pas les Congolais qui me suivent en ce moment à une quelconque haine envers la population rwandaise, ou j'ai un sentiment rwandophobe, mais ici ce sont des réalités et je veux beaucoup plus y rester factuel. Et à cette occasion, je ne peux pas cesser de fustiger tout comportement consistant à récupérer cette émission qui se veut scientifique à des sentiments politiques ou partisans. Non, restons factuels. Le rapport mapping qui a été publié par l'Organisation des Nations Unies a accablé chaleureusement le Rwanda de Paul Kagame. C'était vraiment une douche froide, mais sans vergogne et même sans ombage, aussi et au vu de tous. Le Rwandais Paul Kagame passait sur les antennes de France 24 à Paris pour nier tous les crimes que l'armée, les rebelles rwandais ont commis d'ailleurs sur le territoire congolais, les massacres inouïs dont tout le monde déplore. Et ces sentiments amenés un tollé au sein de la classe politique congolaise où les uns et les autres ont qualifié les propos désobligeants et inutilement iconoclastes du président Paul Kagame de négationnistes. À cet effet, la classe politique congolaise qui a failli être divisée, heureusement, les Congolais ont toujours su transcender leurs divergences quand il s'agit de sauvegarder la dignité et l'unité du pays. Ceux qui nous suivent à la télé, voyez l'image de Paul Kagame là derrière. Nous allons passer un tour voir Michel Matela pour nous balancer cet extrait de l'interview que le président Paul Kagame du Rwanda avait accordé aux journalistes de France 24. Michel Matela. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide? Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici. Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire demeure très mauvaise. D'aucuns disent qu'elle continue à se détériorer. Le gouvernement congolais a décrété un état de siège dans 2 zones, Ituri et Nord Kivu, pour 30 jours, peut-être plus. Est-ce une bonne mesure? La soutenez-vous? L'état d'urgence, à mes yeux, c'était un peu comme si on disait il y a un énorme problème ici,
prenons des mesures qui vont nous donner une bonne base pour traiter les choses. C'est pourquoi je dis c'est une chose que de mettre en place l'état d'urgence. Pour ma part, je le ferai, mais je suivrai cela aussi par des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète et de ne pas repasser sur les choses et d'avoir les mêmes problèmes au bout de 5 ans ou un problème encore plus grand. Mais il y a aussi les forces des Nations Unies et les Nations Unies qui sont venues de l'extérieur et qui sont là maintenant depuis 24 ans. Mais il y a toujours ces responsabilités du monde qui sont passées sous silence. Et personne ne dit « Mais qu'avez-vous fait là pendant 24 ans? Vous y êtes allé pour régler un problème, que s'est-il passé ?» C'est un échec. Je pense que c'est un énorme échec. C'est peu dire. Alors, à propos d'en faire plus, les relations entre votre pays et la RDC semblent s'être améliorées depuis l'élection du président Tshisekedi. Vous êtes d'accord pour renforcer la sécurité à la frontière entre les deux pays pour lutter contre les rebelles. Où en êtes-vous de ces discussions? Envisagez-vous des opérations militaires conjointes? Eh bien, les discussions sont en cours, mais la chose la plus importante ici, c'est que, au moins, il y a cette ambiance qui nous permet de dialoguer et qui faisait défaut auparavant. Et bien sûr, les gens qui travaillent ensemble trouvent une solution. Mais des opérations militaires conjointes sont envisageables. Oui, je pense que ce n'est pas à exclure. Mais ça dépend toujours de la situation au moment dit. Il faut que les deux parties discutent pour voir si ça peut marcher, quels sont les coûts d'une part, les bénéfices de l'autre et qu'une décision peut être prise. Il faut que les gens soient souples. Parce que, selon des experts des Nations Unies, des militaires rwandais seraient déjà en train d'intervenir en RDC. Oui, mais moi je souhaite qu'ils aillent encore plus loin en se posant la question, les Nations Unies, donc pourquoi le Rwanda devrait-il se rendre en RDC alors que ce sont eux les responsables de la situation? Cela signifie-t-il que vous reconnaissez qu'il y a des troupes rwandaises en RDC? Non, non, je ne reconnais pas ça du tout. C'est peut-être un échec. Leur échec. En RDC, un échec total. Donc y a-t-il des troupes rwandaises en RDC en ce moment même? Non, si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça, je puis vous assurer que l'on n'échouerait pas à régler le problème. Alors, oui, merci la régie pour cet élément. Je le rappelle, il s'agit de l'interview que le président rwandais Paul Kagame avait accordée au journaliste de France 24, laquelle interview a posé un problème. Il s'agit vraiment des propos désobligeants, qualifiés de négationnistes par la classe politique congolaise. Et il est en train de vanter l'armée rwandaise, disant que si l'armée rwandaise était à l'est de la RDC, cette armée aurait pu mettre fin aux hostilités et aux conflits inouïs qui mettent en péril la population congolaise. Mesdames et messieurs, nous continuons avec vous et vous et moi connaissons au moins la suite des événements. Le Rwandais Paul Kagame n'a pas que fait cette déclaration. Vous conviendrez avec moi que pendant le temps du maréchal Mobutu, le Rwandais Paul Kagame avait annoncé une déclaration selon laquelle on devrait revoir les clauses de la conférence de Berlin. Mais on n'en est pas là, on continue aujourd'hui. Dans cet état de choses, d'aucuns diront, mais il n'a rien dit de grave. Ah, ça c'est vous qui le dites, mais en diplomatie c'est grave, encore plus grave que ça. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous continuons. Alors, il s'agit aussi de rappeler, il est vraiment nécessaire qu'on puisse le rappeler, que les tensions entre Kigali et Kinshasa ont atteint le paroxysme de la détérioration vers le 14 juillet 1998. Parce que en cette date, que nous rappelle la date du 14 juillet 1998 dans l'histoire de la République démocratique du Congo ou encore dans les relations rwando-congolaises. C'est la date à laquelle Laurent Désiré Kabila avait limogé Jam Kabarembe comme directeur de cabinet. Vous conviendrez, je ne cesse de le répéter, que la descente aux enfers de la République démocratique du Congo
vient des accords secrets qui ont été signés au bureau de Jam Kabarembe à Kigali, nous sommes au Rwanda. Après ça, il y a eu les accords de Lemera. Et après, Kabarembe deviendra alors directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, le Rwandais de son État, directeur de cabinet de la République démocratique du Congo, la présidence de la République. En tout cas, c'était au moins ça. Je ne vais pas encore dire autre chose. Mais alors, quand il a limogé Jam Kabarembe, c'est là où le Rwandais Paul Kagame va se fâcher, sera en courroux contre Laurent Désiré Kabila et il va l'accuser d'avoir, n'est-ce pas, adopté une autre attitude qui allait à l'encontre des clauses et des accords qu'ils avaient signés. Ces accords secrets, bien sûr. Et je vous ai lu la fois passée ici, il y a eu les accords de Lemera. Parmi les accords de Lemera, j'avais lu l'article 4, les articles 4 et 5. Entre autres, les dispositions de ces articles disaient que les camarades de Banyamulenge auraient une nationalité congolaise. Et ces accords stipulaient aussi que quand l'Alliance aurait pris le pouvoir, une récompense spéciale serait allouée aux alliés, donc l'Ouganda et le Rwanda. Et nous avons vu la récompense. Par exemple, le cas de Jam Kabarebe, c'est une énorme récompense. Et le but, c'est lequel? Nous rentrons dans l'Eldorado. Je vous ai dit que le Rwanda et l'Ouganda trouvent la RDC comme leur nouvelle Eldorado. Et en parlant des origines, les amis, je vous ai parlé, je vous ai monté un arrière-plan à ne pas négliger. Les conflits entre Tutsi et Hutu, ce sont des Tutsis qui sont majoritaires. Curieusement, ce sont les Hutus qui dirigent. Vous verrez même en Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni est Tutsi. Vous trouverez au Burundi, même Pierre Nkurunziza à son âme était Tutsi. Même l'actuel président burundais aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye, est Tutsi. Et vous voyez aussi au Rwanda, le Rwandais Paul Kagame est Tutsi. Donc c'est grave. Et c'est cette histoire de Banyamulenge dont on a parlé avec les histoires de Kaemba. L'histoire de Kaemba voulait dire de Minembwe, où j'ai cité Azarias Rouberois, je l'avais cité nommément, parce que c'est lui qui était en qualité de ministre de la décentralisation qui s'était précipité à installer une commune rurale de Minembwe. Et heureusement, le président de la République avait écouté le peuple, avait annulé cette ordre, cet arrêté, voulais-je dire, qui érigeait Minembwe en une commune rurale pour donner aux camarades de Banyamulenge un territoire qui leur soit propre. Et les RCD étaient en majorité dominés par les Tutsis. Donc, on peut le dire sans vergogne, sans ombage, que le camarade Azarias Rouberois, lui, soit Tutsi. Je repreuve, les documents le déclarent. Et d'ailleurs, l'interview accordée par le célèbre journaliste français Alain Foucault déclarait haut et fort que Azarias Rouberois était Tutsi, surtout dans l'affaire de Minembwe. Les amis de la science, on avance. 2 semaines plus tard, donc après ce limosage, Kabila pensait avoir une assise bien établie à Kinshasa et voulait se débarrasser de ses alliés qu'il avait portés au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Congolais commençaient à le traiter comme un traître, comme une simple marionnette. Et lui qui était beaucoup plus du côté du nationalisme, qui avait combattu Mobutu, disant que l'énorme richesse du pays ne profitait pas à la population congolaise. Et il voulait faire en sorte que ces richesses soient vraiment pour les bénéfices du peuple congolais. Un nationalisme en outrance qui lui a coûté la vie. Paix à son âme. On continue. 2 semaines plus tard, mesdames et messieurs, soit le 28 du même mois, dans le 28 août, Kabila abandonna les démarches diplomatiques. Quand nous parlons de diplomatique et la diplomatie, là encore, il est nécessaire qu'on puisse faire la différence entre les concepts de diplomatie, politique étrangère et relations internationales. Parce que beaucoup d'intellectuels emploient le terme vague. Oh, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment bien. Et là, quand nous parlons de cette différence, nous allons voir que, parce que je sais, il y a les élèves et les étudiants qui me suivent en ce moment. La diplomatie n'est qu'un outil au service d'une politique étrangère définie par les dirigeants d'un pays dans le cadre des relations internationales. Parce que la politique est biface. Elle est interne ou externe. Et là, quand elle est externe, extravertie, et là, on voit
politique étrangère et cette politique conçue par les autorités d'un pays dans le cadre de la politique nationale pour entrer en contact avec un autre État, ça c'est la diplomatie. Pourtant, les relations elles-mêmes, c'est les relations internationales. C'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment bien utiliser les mots parce que vous risquez d'avoir des ennuis quelque part en utilisant les mots qui ne seront pas à leur place. Et là, Kabila remerciera le Rwanda pour le soutien, pour l'aide qu'il lui avait accordé, le retrait des forces du pays, de Kabila. Il va maintenant, Laurent Désiré Kabila va chasser sans ménagement toutes les forces rwandaises qui se trouvaient, qui pilaient la ville de Kinshasa, avec une campagne de mobilisation anti-Tutsi qui a gangréné tous les pays, même ici en Bandaka, où on chantait Boma Rwandais, Tikanyoka, et on a vu partout où la xénophobie a pris son comble avec l'épuration ethnique de la minorité de Tutsi qui étaient ici, et avec l'enquête des Nations Unies qui était venue jusqu'ici. Je ne fais pas l'éloge de la xénophobie, et du moins, il y a des choses qui doivent être claires. Le nationalisme n'est pas forcément un péché, parce que nous voyons l'État hébreu, je ne cesse de le dire, avec son armée, le Tchad israélien, est qualifié de l'armée la plus patriotique au monde, et j'aurais aimé, mon vœu le plus ardent est que l'armée congolaise soit à l'exemple du Tchad. On continue, mesdames et messieurs. Et dans cette optique, quelles sont les questions que l'on s'était posées, c'est de savoir quelles sont les factions qui vont intervenir dans ces conflits, dans ces grands conflits qualifiés de première guerre mondiale africaine. N'oubliez pas, posez vos questions, je les reçois, je vais répondre l'émission qui va venir. Posez sur Facebook, tapez sur Junior Foufa et WhatsApp, c'est le numéro orange. Et n'oubliez pas de taper sur YouTube le compte de l'historien chrétien Junior Foufa Motoa Bato. Vous avez toutes les émissions que nous avons. Et dans cette optique, nous avons classé 4 groupes principaux. Le premier groupe, c'est celui constitué des forces Tutsi. Et dans le groupe des forces Tutsi, qui est le premier groupe, nous trouvons ici les armées nationales des gouvernements dominés par les Tutsi. Nous avons le Rwanda et le Burundi. Dans ce cas-là, le président burundais, c'était Pierre Nkurunziza. Je dis bien paix à son âme. Parce qu'aujourd'hui, c'est Évariste Ndayishimiye qui est d'abord la continuité, qui fait d'abord la continuité de ce que l'autre avait laissé. Et ces miliciens sont des milices des populations Tutsi que nous appelons les Banyamulenge. Je ne cesserai pas de le dire. Les Banyamulenge de la RDC et les forces du RCD basées à Goma. RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Rassemblement Congolais pour la démocratie basé à Goma, proche des Banyamulenge. Donc il y avait une énorme connivence entre le RCD et les Banyamulenge. Il ne faisait qu'un petit pas entre les deux. Et alors, une parenthèse dans cet état de choses. Ouvrons d'abord une parenthèse, les amis. Le RCD, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, pour un peu d'histoire, est fondé au début du mois d'août 1998. Mais qui avait fondé le RCD? Le commun des mortels pense que c'est Azarias Rouberoa Maniwa qui serait le fondateur du RCD. Là, non, vous tapez poteau, ce n'est pas ça. Le fondateur du Rassemblement pour la démocratie, c'est Ernest Wamba Diawamba. Je sais que beaucoup d'adultes ont déjà entendu parler de ces noms. Ernest Wamba Diawamba. Il a fondé le RCD au début du mois d'août 1998. Voilà la photo, c'est pour ceux qui nous suivent la télé, la photo d'Ernest Wamba Diawamba est là. Faites en sorte de vous procurer une antenne analogique et suivre la radio-télévision Zoé, parce que c'est la seule chaîne ici de la ville de Mbandaka. Et si vous avez cette antenne analogique, vous allez suivre tous nos programmes avec fierté. Et après, Ernest Wamba Diawamba ne sera pas le président, lui le fondateur, il va alors placer comme président du RCD Jean Ngbangba Tsingbanga. Le nom est vraiment compliqué, je reprends le nom, qui était le président du RCD, c'était Jean Ngbangba Tsingbanga. Jean Ngbangba Tsingbanga était le président du RCD. RCD, c'est le Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui était d'idéologie sociale libérale. Donc, vous conviendrez avec moi, c'est même idéologie que l'Ouganda de Yoweri Kaguta Museveni. Même idéologie. Alors, le RCD sera alors divisé en plusieurs factions.
Donc, les plus importantes sont les deux. Nous avons les deux factions les plus importantes. Nous avons le RCD-KML. Même pendant les élections ici, vous avez vu RCD-KML. RCD-KML, que ça dure. Chers tous, suivez avec attention cette émission qui vous amène l'information complète sur l'histoire de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Les tensions apparurent au grand jour en mai 1999 quand Wamba Diawamba avait pris la décision de quitter Goma pour aller s'installer à Kisangani. Wamba Diawamba prendra la décision de quitter Goma pour s'installer à Kisangani. Pourquoi? Soi-disant, il y avait une altercation entre lui et l'ancien Mobutiste Lunda Bululu. Donc, à cause d'une dispute qui s'est engagée entre lui et l'ancien Mobutiste Lunda Bululu, Ernest Wamba Diawamba prendra la décision d'aller s'installer à Kisangani. Dorénavant, on sera en présence de deux branches principales du RCD, dont nous avons le RCD-KML et aussi le RCD-Goma. Donc c'est comme ça que nous avançons. Son organisation fut alors connue sous le nom de RCD Kisangani ou RCD-K ou encore RCD-Wamba. C'est ainsi qu'on écrit RCD-KML. RCD-KML. Voilà l'origine du RCD-KML. N'oubliez pas, nous parlons dans le cadre de votre émission Le Congo, mon pays. Aujourd'hui, nous continuons avec le thème la deuxième guerre du Congo, mais aujourd'hui, alliance et faction. L'historien chrétien Junior Ifoufa, qui est devant le microphone, nous parlons avec vous de cette thématique hyper importante. Je sais que vous me suivez avec intérêt. Maintenant, le RCD Goma. Le docteur Émile Ilunga, c'est lui qui avait pris alors la présidence ou la direction du RCD Goma. Docteur Émile Ilunga, c'est lui qui prendra la direction du RCD Goma, la branche orientale du RCD. Généralement, connu sous le nom de RCD Goma, ce groupe ici, pour la distinguer avec RCD Kisangani, RCD KML ou encore RCD Wamba, on appellera cette branche RCD Goma. Et c'est à partir de cette branche de RCD Goma que viendra alors Azarias Rouberoa. Mais il n'est pas non plus président de cette branche. Il n'était pas non plus président. Si alors, quand en 2000, après Ilunga, ce sera alors Adolphe Sumba qui prendra les rênes du RCD Goma. Donc, Adolphe Onusumba prendra les rênes alors, à partir de l'an 2000, de RCD Goma. Mais quand interviendra Azarias Rouberoa, on en parlera. Parce que le temps, comme je l'ai toujours dit, quand je monte ici sur le plateau, mon premier ennemi, c'est ma montre. Elle ne joue pas à ma faveur. Je ne l'aime pas quand je monte ici. Mais heureusement, la radio-télévision Zoé ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Elle nous accompagne toujours. Mais ces groupes Tutsi sont essentiellement actifs au nord et le sud Kivu. On a toujours, les radios ne cessent de parler parce que c'est un grand problème, un problème qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Heureusement, avec l'avènement de l'état de siège, on commence à avoir déjà des bonnes notes du côté des opérations menées par les FARDC, que ce soit l'opération Sokola 1 ou Sokola 2. Les choses vont maintenant bon trait et la quiétude commence maintenant à gagner la population est congolaise. Malheureusement, quand le mal ne vient jamais seul, le volcan de Nirangongo n'attendait que l'état de siège pour intimider la population. Dieu merci, il n'y a pas eu vraiment de morts par des coulées de larves, mais seulement 5 morts, selon les bilans que nous avons, à cause des bousculades. La population devrait quitter la ville de Goma, mais nous apprenons que la population commence déjà à regagner la ville de Goma. Nous sommes là pour scruter l'information et pour vous la donner, parce que nous sommes dans le cadre de l'émission Le Congo, mon pays. Alors, maintenant, la partie congolaise sera maintenant en difficulté de se retrouver en paix dès lors que l'Ouganda et le Rwanda seront maintenant des dissidents. Ils seront maintenant les ennemis les plus acharnés de Laurent Désiré Kabila. Maintenant, une autre branche, parce que nous avons dit qu'il y a 4 groupes. Le deuxième groupe, c'est les forces Hutu. Après avoir parlé des forces Tutsi, vous êtes d'accord avec moi quand je vous ai dit que RCD était Tutsi. Vous êtes maintenant d'accord avec moi. Maintenant, parlons des forces Hutu. Ici, on trouve les Hutus rwandais responsables du génocide de 1994.
Et je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de la première guerre ou la deuxième guerre du Congo sans faire un retour sur les génocides de 1994 où la responsabilité a été sur les épaules des Français, de François Mitterrand, avec l'opération turquoise. Nous apprenons même l'arrivée imminente de l'arrivée de Emmanuel Macron à Kigali. C'est pour essayer de penser un peu les plaies qui n'ont que trop duré. Alors, les rebelles burundais cherchent à renverser le gouvernement, les Hutus congolais et les milices Maïmaï associés. Le principal groupe Hutu que nous avons ici, ce sont les FDLR. Entendez? Force démocratique de libération du Rwanda. FDLR. On a toujours entendu parler sur la radio Kapi, les rebelles du FDLR. FDLR, c'est-à-dire des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Ce sont des Hutus qui sont réfugiés ici et ils veulent rentrer. Maintenant, le Rwanda dit niet. Ces Hutus sont un peu comme les apatrides. Comme n'ayant pas de patrie, alors ils constituent un danger à la fois pour le Rwanda, l'Ouganda et même pour la République démocratique du Congo. Ainsi, ils opèrent dans le Kivu. Quand je dis le Kivu, les deux à la fois. Quels sont les objectifs? Les objectifs étaient d'expulser les Tutsis au pouvoir au Rwanda. Parce que je vous ai parlé de Paul Kagame rwandais. Un Tutsi, pardon. Donc l'objectif est de renverser Paul Kagame du pouvoir au Rwanda. Et même le Burundi de Pierre Nkurunziza et aujourd'hui Évariste Ndayishimiye. Par ailleurs, le contrôle des ressources naturelles ne passe pas outre. Parce que je parle et j'insiste, la RDC est le Eldorado pour le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Troisième groupe, les forces alignées sur l'Ouganda. Les forces alignées sur l'Ouganda. Quelles sont ces forces? On trouve l'armée ougandaise et différents groupes rebelles soutenus par l'Ouganda, tel le MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui en a le leader, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais comment Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était rebelle, soutenu par l'Ouganda, deviendra alors homme politique congolais influent? L'histoire retiendra que, avec les accords de Sun City, je vous ai parlé la fois passée où on avait vu même l'artiste et musicien Wera Son a tenu un concert de la paix de la ville de Goma où il sera plébiscité par l'UNESCO, ambassadeur de la paix. Et ces accords voudraient à ce que l'on ait un régime imbécile, passez-moi le terme, de 4 vice-présidents plus un président. Et là, on avait Azarias Rouberois, Jean-Pierre Bemba Gombo, Yerodie Abdoulaye Ndombasi et Artin Zaidi Goma. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on verra Jean-Pierre Bemba devenir vice-président de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes dans la transition. Eh bien, on verra alors ce qui était avec lui, Olivier Kamitatou par exemple, parce que l'Assemblée nationale était le poste du MLC devenu président de l'Assemblée nationale dans cet état-là, et même les affaires étrangères qui étaient pour le compte du MLC, on a vu Antipas Mbouissa Nyamwisi devenu ministre des Affaires étrangères. On continue, on n'est même pas là aujourd'hui. Le MLC soutenu par l'Ouganda, qui contrôle essentiellement le nord de la RDC. Donc vous comprenez là où nous sommes, le nord de la RDC. Alors, ces forces souhaitent sécuriser les frontières de l'Ouganda et empêcher l'émergence d'un État fort au Congo. Imaginez un Congolais qui va soi-disant soutenir l'Ouganda et empêcher l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un État fort en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, quand nous avons parlé de l'État, toujours dans le cadre de nos émissions, nous avons dit que l'État c'était un concept juridique où il y a des éléments, des critères essentiels. Avoir un territoire, avoir une population, avoir la reconnaissance internationale et des éléments que nous avons cités là-dessus. On donna la différence entre État-nation, pays, ainsi de suite. Nous avons dit que le pays c'est un concept géographique. Nous avons dit que la nation c'est un concept idéologique ou identitaire. Donc c'est comme ça que nous évoluons. Ceux que nous suivons le plus près savent où nous sommes parce que nous continuons avec vous. Donc, le MLC qui va soutenir l'Ouganda pour sécuriser les territoires ougandais et empêcher qu'il n'y ait pas un État fort en République démocratique du Congo, ainsi limiter l'influence du Rwanda dans la région. Donc, le MLC était pro-Ouganda et anti-Rwandais.
Donc c'était comme ça. Tandis que l'autre était pro-rwandais, anti-ougandais. Mais nous allons voir comment, nous avons vu comment Ernest Wamba Diawamba sera récupéré par l'Ouganda de Yoweri Kaguta Museveni. Donc c'était un peu ça. Ça c'est le troisième groupe. Le quatrième groupe maintenant, mesdames et messieurs, il s'agit des forces alignées sur Kinshasa. Nous avons vu le groupe Tutsi, les forces Tutsi, les forces Hutu et les forces alignées sur l'Ouganda. Maintenant, nous parlons des forces alignées sur Kinshasa. Et pour les forces alignées sur Kinshasa, on ne peut pas oublier l'armée loyaliste. Dans ce temps-là, c'était FAC, Forces armées du Congo, Forces armées du Congo, qu'on appelait FAC, donc l'armée loyaliste. Et des différents groupes d'autodéfense, que les groupes nationalistes, que nous appelons ici des groupes d'autodéfense, en l'occurrence les Maïmaï. Les Maïmaï, ce sont des groupes de la RDC, ce sont des groupes d'autodéfense, ce sont des groupes nationalistes qui se combattent, qui mettent leur vie en danger, qui mettent leur vie en péril pour défendre le territoire national, quoiqu'il ne leur est pas permis, parce que c'est l'apanage de l'armée. Donc les Maïmaï sont considérés dans les groupes alignés sur Kinshasa. Et ainsi que les nations alliées. Dans ces groupes, on trouve aussi les nations alliées. Donc, je commence par les Zimbabwe de Robert Mugabe, ce grand nationaliste. Robert Mugabe, la photo est là sur l'écran. Robert Mugabe, paix à son âme. Il n'a pas hésité de qualifier l'OTAN d'organisation terroriste quand il fallait défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Robert Mugabe a été venu soutenir Laurent Désiré Kabila dans sa guerre contre les ennemis à l'est du pays. Robert Mugabe a soutenu la République démocratique du Congo. Voilà les relations qui unissent le pays de Lumumba et le Zimbabwe. Après Zimbabwe, il y a eu l'Angola de José Eduardo dos Santos. Voilà la photo de José Eduardo dos Santos. Là, nous sommes en Angola. Et maintenant, il n'est plus président de l'Angola. Il est remplacé par son dauphin qui est João Lourenço. C'est João Lourenço qui est aujourd'hui président de l'Angola. Donc, c'était un peu la petite histoire. Nous en parlerons depuis le premier président Agostinho Neto jusqu'à aujourd'hui. On pourra en parler dans les jours qui suivent dans nos prochaines émissions. Et après l'Angola, mesdames et messieurs, après l'Angola, il y avait aussi le Tchad d'Idriss Déby Itno. Le maréchal paix à son âme, il vient de nous quitter. Il est remplacé maintenant par son fils, Mama Idriss Déby Itno. La photo est là d'Idriss Déby Itno, c'est un panafricaniste. Il est mort avec le grade de maréchal parce qu'il descendait sur le front. Il a combattu Boko Haram. Le Parlement lui a collé ce titre de maréchal. Le Tchad d'Idriss Déby Itno. Vous conviendrez que les relations avec le Tchad étaient vraiment bon enfant. Ce n'est pas étonnant que l'autre président, Tshisekedi, ait prononcé un discours vibrant en l'honneur des obsèques d'Idriss Déby pendant ses obsèques. C'est comme ça que les choses évoluent. Et après le Tchad, on verra alors la Namibie placée où en sud-ouest africain, voilà la photo de Samuel Nujoma, qu'on appelle affectueusement Sam Nujoma. La photo de Samuel Nujoma est là, qui était le président de la Namibie. Voilà un peu les nations alliées qui étaient venues à la rescousse de Kinshasa pour combattre les forces négatives menées par le Rwanda et l'Ouganda dans la partie est du pays. Mesdames et messieurs, nous parlons dans le cadre de votre émission Le Congo, mon pays, de ce dimanche 23 mai des alliances et factions dans ce conflit qui est compté parmi les plus grands que l'Afrique ait connu et qui est qualifié même de Première Guerre mondiale africaine. Et voilà, c'est comme ça que nous avons évolué. Et je vous dis, mesdames et messieurs, comme je monte ici, en tout cas, la montre est mon ennemi et elle ne joue plus à ma faveur. Chers tous, chers téléspectateurs, amis de la science, c'est par ici que nous sommes obligés de mettre un terme à l'émission Le Congo, mon pays, de ce dimanche 23 mai 2021 qui apporte sur les factions et alliances dans la deuxième guerre du Congo. Devant le microphone, c'est Motoya Bato, l'historien chrétien. Junior Ifoufa n'est pas un étranger, il n'est pas venu de Kinshasa, parce qu'il y en a qui s'embourbent dans des débats. Non, cet historien qui est venu de Kinshasa, non. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, il y a des historiens. En Mbandaka, je suis le produit de Mbandaka, de l'ISP Mbandaka. Je salue tous mes enseignants, je suis le grand frère Abbé Tonton Koy. Je suis le villageois qui anime l'émission Le Congo, mon pays. Je suis fier d'être appelé villageois. Je ne suis pas un Quinois, je suis villageois. Et nous
sommes avec vous. La prise de vie, c'était le preneur de vie Josué Botuo avec Vainqueur Njondo. L'homme à lunettes Michel Matel était à la réalisation de la régie radio, à la régie TV. Pendant que la régie radio, on trouvait Dieudonné Monkangani et Joël Liloko. Mesdames et messieurs, ne zappez pas. Continuez toujours à suivre nos programmes parce que vous ne serez jamais lassés. On suivra nos programmes, la RTZ. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah.